ça fait rigolo. Hein. Bonjour à tous. C'est lourd, c'est lourd. Ok, ça va. Ça, c'est dans la salle. Hein. Ouais, ouais. Une cause de il est lourd, parce qu'il y a la bouteille. Là, c'est tout, après il faut monter. Bon, on peut déjà amener les choses dans la cuisine et tout ça, tu me diras. Et si tu me donnes les clés, Josette, je vais ouvrir déjà les toilettes. Ça va, Michel? Super. Mais Je vais aller chercher les clés du couloir. donc là, tout ce qui sert au petit-déj, c'est là. Oui. Donc la vaisselle, c'est là. Là, il faut en mettre un de ce côté-là, ici. Et donc là, il faut ouvrir un petit peu le rideau et on met 7 lits et 7 chaises. Un lit, une chaise, un lit, une chaise. Oh. Quelqu'un commande le temps là? Ne tire pas, je le fais. Il y en a une autre, je dois aller chercher la deuxième. Il faut que vous cherchiez. L'autre, alors, Poubelle, c'est où? Alors attends. Ça va là-dessus. Tu là. Ça va où? Ça va là. Et ça va là-haut. Cuisine, vous pouvez pas avoir de monde? Ils n'ont pas répondu, mais ils sont là. De côté. J'ai l'impression d'oublier tout depuis ce matin des choses. Tu es monté là déjà là? Je suis monté avant-hier avec Marc, Ouais. sous la flotte. L'équipe de l'année dernière s'est super bien entendue. Ils ont créé vraiment une ambiance, une énergie, ils se sont pris en main. Ils m'ont à peine contacté, ils m'ont juste dit on vient. Et ils se débrouillent pour venir. Donc je sens qu'ils ont pas mal échangé. Et je sais qu'ils ont déjà échangé en cours d'année. Donc ils ont créé des vraies relations qui perdurent déjà. Alors j'ai la clé de là, c'est par là. Ça va? Tu fais pas trop vite, Michel? Ouais, ça roule un peu, ouais, de temps en temps. Il me faudra un truc pour râper les légumes. Parce que je dis, il faudra un truc pour râper les carottes. Ou alors il y a quelqu'un qui les râpe chez lui et qui les ramène. Ça va? Ouais, ouais. Salut, Benjamin. Giacomo. Enchanté. Salut, Benjamin. Comment vas-tu? Fort bien. Sarah m'a demandé si tu suis à l'idée. Ça va. Tu sais quoi? Je fais le twist comme un long. Vous avez déjà sorti vos affaires ou Oui. Les restes, Ouais. généralement. Ouais. Premier arrivé, premier à choisir son lit. Ah, écoute. Cette année, vous êtes architecte du paysage.
Oh, j'ai toujours adoré ça. On vous a pas dit? Ça j'aime bien, quelqu'un qui arrive et dit Pas ça. j'ai une tronçonneuse, je suis content. C'est ici ça. Bon, Ça gagne. Pour faire du bois, ça n'a pas été un rempart avec des maisons accolées au rempart. Là, ça c'est la barbacane, on en reparlera. Donc en fait, on rentrait sans doute par là. Il y a même 2 étapes de barbacane. On a plus consolidé que vraiment remonté. C'était l'idée, c'était déjà de stabiliser les choses. Là, nous, on a choisi de faire des mascottes qui reprennent un peu l'esthétique, c'est entre l'esthétique médiévale et l'esthétique BD. Et là, on a des personnages qu'on veut mettre en action. Donc on a choisi une intendante, un soldat, un artisan et un gamin avec son chien qui faisait berger avec les animaux. Ça nous a permis de définir déjà l'identité graphique qu'on voulait avoir. Puis bon, il a commencé à mettre des personnages. Ouais, l'artisan, il est avec sa mule, et sa mule, elle a une gueule médiévale, mais je vous jure, c'est trop bon. Après, on va commencer à mettre en scène le mobilier qu'on retrouve. On va monter ? Donc ça, c'est du chemin qu'on a façonné. Il n'existait pas, mais il fallait avoir des accès. On montait en fait à l'origine par les rochers là, par une brèche ici. Donc là, c'est effectivement la tour, on l'a consolidée. On a remonté une partie de son parement parce que c'était parti. Une tour pleine comme ça, qui vient s'accoler contre, ça suppose qu'en fait on était sur un système de hourre. Le cheminement en fait en bois, très en débord. Et tu n'as pas l'espace de circulation au sein de la tour. Ouais. Donc tout se passait au niveau du sommet. Donc là on a un donjon, le donjon qui est, vous avez vu la manière dont c'est bâti. On est sur quelque chose d'assez régulier, avec de la taille, c'est de la taille de pierre. Hein. C'est bien équarri ou c'est taillé. Et c'est vraiment les petits donjons représentatifs du secteur que l'on a dans les Pyrénées centrales, mais partie ouest, pas vers le comté de Foix. C'est des trucs très exigus. On peut avoir des donjons qui font 4 mètres carrés. Donc ça fait un campanile, mais c'est pas pratique, tu vis pas dedans. Et on est plutôt dans le modèle du château gascon, c'est-à-dire qu'en fait tu as une tour et puis à côté tu as l'espace de vie. Là en fait c'est vraiment quelque chose qui est avant tout avec des fonctions symboliques, mais du coup c'est pas très défensif, c'est plutôt visuel en fait. Hein. Ouais. Tu sers à être vu. Hein. Si tu n'as pas la fonction défensive, pas la fonction résidentielle, il reste que quoi? Symbolique. Celle-ci, elle fait 12 mètres carrés, elle est rectangulaire au rez-de-chaussée. On pense que c'est la forme du carré qui s'est agrandi vers le rectangle avec une voûte en berceau. Ce n'est pas les premières tours 12e. On est plutôt sur des tours, là, on pense fin 12e, transition fin 12e, début 13e. Et ça correspond tout à fait au contexte des familles seigneuriales. Première mention qu'on voit, c'est 1190 dans les textes. C'est un certain Dominique. Donc c'est pour l'instant l'édifice le plus ancien que l'on ait. Et puis après, autour, c'est constitué donc ceci. Donc on a le bout d'enceinte que je vous ai montré. Là, il y a cette enceinte-là qui a été construite en une seule traite. On pense qu'on est sur une enceinte qui correspond au changement de statut, à l'érection en châtellenie. Et le comte de Comminges, quand il arrive et qu'il récupère le château, en fait, il transforme la configuration, il agrandit sans doute. Là, donc, il y a un espace où il y a une porte, il y a une porte en enfilade, un bâtiment qui était ici, avec un étage, vous voyez encore les ancrages de poutres, l'étage, etc. Il y a même des fenêtres arrachées, hein, mais on a une fenêtre basse qui était une fenêtre, parce qu'elle était quand même à une certaine hauteur, le seuil. Et en haut, on devine quelque chose. On n'a jamais su si ça pouvait être un coup-siège ou quelque chose comme ça. Mais là, vous mettez un gros cône. Vous voyez une marque en biais, on voyait la moitié de la meurtrière. On a enlevé 3,20 m d'éboulis. On ne voyait pas du tout le parement de la tour ici. Donc on a enlevé 3,20 m au maximum. Ça venait en biais. Toute la tour s'est effondrée de ce côté-là en partie. Et ça a recouvert en fait tout cet espace. On ne voyait pas le mur ici. On ne voyait pas la porte. On a fait un premier sondage, on a fait apparaître la porte. Le sondage était comme ça en long, c'est là qu'on a vu le potentiel. On s'est dit, mais tout est en place. Alors qu'on pensait que la moitié du bâtiment était parti dans la pente, on ne voyait rien. Mais donc du coup, on a tout le bâtiment. Donc on s'est dit, allez hop, on fonce et on fouille tout. On a le reste d'un escalier qui a été récupéré, qui a été spolié. Donc on a juste la fondation maçonnée. Là, ce qui est intéressant, ce qui est sorti ici l'année dernière, c'était une zone avec vraiment un niveau de sol très induré, un peu un millefeuille d'argile jaune avec des foyers ou des traces de chauffe au sol. Donc là, on ne sait pas si c'est en lien avec de l'artisanat ou autre. On n'arrive pas à identifier parce que pour l'instant, on n'a pas le mobilier associé. Ces murs-là, nord et sud, ils viennent s'accoler contre l'enceinte. Alors c'est l'enceinte, on ne savait pas, parce qu'on pensait que c'était le bâtiment, en fait, et que ce mur-là, il était chaîné avec celui-là. Et non, pas du tout. Grosse surprise, nous on faisait arrêter notre château ici, et en fait,
à l'angle, on a vu que le mur continuait et qu'en fait, on a un espace court qui donnait au nord. En dessous, on a eu le reste d'une dernière occupation, juste avec un mur bahut qui est effondré et un foyer dans un angle. On voit encore la chauffe, vous voyez, sur les pierres là-bas. Et en fait, il y avait en dessous un énorme remblai. Et ce remblai, c'était du remblai détritique ou du roger. On a sorti une louche, on a sorti plein d'éléments, éléments de chaîne, une tenaille, de l'armement, un étrier, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. C'est pour ça qu'on a sorti 880 objets métalliques l'année dernière quand même. Pointe de lance, on a sorti une croix. Et après, on a fait apparaître des refends ici, donc ça c'est un mur de refends, et d'autres refends ici. Ce qu'on pense en fait donc, dans l'articulation des choses, et on n'a pas fini de fouiller, c'est que du coup on a ces deux murs en premier qui viennent s'accoler contre l'enceinte et se mettre contre le donjon. Et ensuite, alors combien de temps ça prend on ne sait pas, mais ils ont fait ce refend et ce refend en fait il n'est pas construit dans la foulée. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a cette fenêtre là, elle est pratiquement au centre et le refend en fait, clac, ils font pas deux pièces égales, ils le décalent pour juste venir sur le côté de la fenêtre. Donc déjà on voit que c'est pas très logique s'ils avaient conçu quelque chose de le faire comme ça. Et ces murs là, ces deux murs de refend font des petits espaces qui font 5-7 mètres carrés. On peut supposer que c'est en lien avec du stockage. Nous, ce qu'on a retrouvé ici, c'était effectivement des graines sur des niveaux qui doivent fonctionner avec ce qui est en dessous de ça, parce qu'on n'a pas fini de fouiller là. Donc on s'est arrêté sur le truc le plus ancien, c'est une chape de mortier. Ils ont ramené des niveaux pour reniveler à chaque fois, très charbonneux. C'est là qu'on a trouvé du mobilier. Donc on a trouvé une croix, une serrure décorée, des boucles, des dés, des machins comme ça. Tout ça dans une même couche, assez noirâtre. On a sorti deux types de fèves. Donc la fève qui est utilisée depuis le néolithique et la fève qui apparaît à la fin du Moyen-Âge, qui est plus grosse. C'est le seul site en France pour l'instant qui est connu. C'est connu plus en pourtour méditerranéen, où les deux sont contemporaines. Donc là, on a mis le bidim pour protéger et 300 sauts de terre. C'est là qu'il faut les enlever. Donc il faut gratouiller, enlever la végétation, machin. La terre qui est en dessous, on va la basculer en bas. Regarde, à l'angle là. Attends, pas plus. Là, je crois qu'on avait mis une pierre. Des intentions un peu belliqueuses vis-à-vis d'autres personnes, il y a donc une chape de bonne conduite. Donc là, on retrouve nos niveaux archéologiques de l'année dernière. On est sur un sol de piétinement argileux, sur lesquels en fait on a des traces de rubéfaction. On se demandait en fait si on n'était pas peut-être sur un espace artisanal, parce que là ce qu'on voit apparaître ici c'est peut-être une très grande fosse charbonneuse. Il y a deux hypothèses, soit on est sur peut-être une grande fosse remplie de charbon, peut-être qu'il y a de l'artisanat, soit on est sur un niveau d'incendie. Si on est sur une structure en creux, donc sur un espace clos, on va pouvoir faire des prélèvements de charbon pour des datations radiocarbone. On l'avait accroché donc en fouillant, mais la couche de piétinement là, que je t'ai présentée passe par-dessus. Hein. Et on avait en fait une succession de niveaux de circulation comme ça. Et on voit bien en fait que ça passe sous ce mur de saulin. En coupe là, on retrouve le sédiment là. Donc c'est vraiment antérieur à cette structure. Si on passe tout ça, on a, en partant du plus ancien peut-être, donc un espace artisanal. Cet escalier qui a été bâti pour desservir le logis occidental, plutôt vers le XVe siècle ou de déclin plutôt du château. On vient construire une structure précaire, comme une sorte de mur bahut sur lequel on devait avoir une paroi en matériaux périssables, ou peut-être torchis, pisé, on ne sait pas trop. Enfin, il n'en subsiste plus rien. Avec une entrée dans ce petit espace qui est vraiment réduit. Hein. Et puis l'autre côté, avec donc un accès, donc une structure un peu curieuse, mais qu'on pense être liée peut-être à un réinvestissement au XVe siècle pour des fonctions peut-être agro-pastorales. On a trouvé en fait pas mal de faune, d'ossements de faune, des ossements de vie caprin, et parmi ces ossements de vie caprin, des éléments de nouveau-nés, de jeunes individus qui sont morts sur place, donc il y avait probablement de l'élevage, et on se demande en fait si ces structures sont pas liées à cette fonction agro-pastorale. Et alors c'est très intéressant parce qu'on a l'image du château qui est vraiment, je dirais, associé aux militaires, aux seigneurs, tout cet aspect un peu soldatesque, on va dire, militaire. En fait, c'est peut-être plus compliqué que ça. On a peut-être des investissements, peut-être d'éleveurs qui viennent se protéger au sein du château et puis y installer leurs troupeaux temporairement. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors ce sont des hypothèses, hein, ce sera à démontrer.
C'est à toi le sécateur, Oriana? Attends, je vais en prendre un autre. Non, mais parce qu'on va vite en utiliser tous. Hein. Et donc il y a des grosses pierres qui étaient, alors, il n'y en a pas beaucoup, mais des pierres d'angle, du coup bah, on les récupère et on les met là. Celle-là elle est bonne. Ah oui. Une face qui est relativement rectangulaire. Prends mes gants. Ok. Ah, c'est bon, j'ai. Pardon. T'as une queue qui part en pointe. Ok. Pas forcément, hein, elle peut être cubique, entièrement cubique, Ouais. ça fait l'affaire. Mais là, celle-là, elle a une queue, en l'occurrence, ça le fait. Et ça, c'est perpendiculaire. Ok. Ça veut dire que la pose, c'est ça va être en parement. Ouais. Et dessus, tu peux poser quelque chose. Et comme c'est irrégulier, le mortier, il servira d'accroche pour reposer une pierre par-dessus. Voilà. Ça, c'est encore du pierrier normal. C'est là-bas. Ah, mais oui, elle est là-bas. Je l'ai. Ok. Je l'ai. Je l'ai. Ah, il est pas chaud, mais quand il est chaud. Je l'ai. Donc voilà. Elle bouge plus. On les jette bien au milieu là, pas trop sur le bord. Mm. Puis après on remontera le mur, mais bien, et il y a du monde qui sait bien monter des murs. Ça n'a pas été fait au cordon. T'as pas de parement mignon là-dedans. Mais non, ça a été fait en 2 fois et on a récupéré les pierres qui étaient jolies. Donc on récupérait puis on mettait des pierres pas jolies. On va les casser, mais elle est moche. Non, ils sont pas montés jusqu'en haut. Ah. On les place pas net. Ah, mais non. Ok. Tac. Alors, c'est la fameuse tour où tu as les Anglais, des portes en fer. Et il n'y a que 2 chevaux qui pouvaient passer de front. Le problème, c'est qu'en général, il y a très peu de matière. Du coup, on voit les enclos, on voit les différents espaces. Elle n'est pas sur. Parce qu'en fait, souvent il y a des grands enclos. Ils ont pris les chaises du premier étage pour les descendre au rez-de-chaussée pour bloquer, alors qu'au rez-de-chaussée, il y a une salle. Quand tu décapes, parce qu'on décape toute la surface. 2 hectares et Ça demi. arrive en haut. De toute façon, la pause déjeuner, c'est en bas. Enfin, en bas, au cabanon. Ouais, comme ça, ouais. Oui, c'est ça. On a pas fait quoi. Ça tournera. Quand j'avais commencé l'archéologie, enfin les premières recherches là, sur le site Castral, ça n'existait pas les drones. J'avais fait de la prospection aérienne sur des petits avions, un petit Cessna, et on était bien trop haut là. Avec le drone, en fait, on peut s'approcher du site et avoir des vues beaucoup plus détaillées. C'est quand même une révélation. Hein. Je suis en train de faire des premières photos zénitales et obliques sur l'habitat qu'on va fouiller. Donc là, ça permet de repérer déjà les anomalies archéologiques, de voir un petit peu l'emprise sur laquelle on va s'installer. C'est pour les bâtiments. Tu les mets sur des poutres, c'est bien solide. Tu fais une ossature, tu gardes le truc. Ça, c'est un peu chiant. Tu fais ça. Tu sais, tu fais chier un plus gras, par exemple, aurait fait de vie. On est tombé sur des villes, mais c'est comme. Qui veut de la tarte hein? C'est bon, pas de rab?
On est tous dans le métier, mais... Bonjour. Ça va? Oui. On y va. Et toi? Ah, rien les amis. Je monte de la flotte ou quoi? La fois qu'on va en avoir assez. Ah, il y en a une là? Non, vas-y. C'est la blague, c'est là. Je crois qu'on va en avoir assez. On va prendre nous aussi. On lève. Jacqueline de la Santé. Ici, là, Einstein. Ok, bon. On va essayer de descendre et couper un petit peu. Ouais. Allez, on y va, on découpera plus tard. Hein. Ça sert à rien. Claude. Merci. Allez, on se casse. Ouais, il faut se casser. Allez-y, allez-y, hein, si vous êtes prêts, allez-y. Sans courir. Ne courons pas avec un orage. Cours pas. Parce que sinon, il vous suit après. On va y aller. Vous descendez calmement. Oui. Ouais. On est bon? Ouais. On pourra revoir plus tard s'il arrive de pleuvoir. Aller-retour, on est un super s'il faut étoffer, on fera peut-être en petite équipe, on verra. Attention. Est-ce que vous avez vu ma petite pelle à charbon? Tiens mon caillou. Tiens. Je vais me décaler pour faire plus de choses. Tiens, il faudra quelqu'un pour récupérer le seau d'eau d'Angèle aussi. Vas-y, pose. Voilà. Attends, splash. Allez, on va virer la gâche après. Attends, ça va encore. Hein. Il faut passer par-dessus les... Ah ben bravo.
Là, c'est bon. Hein. Vous voyez C'est bon. On va prendre que celle-là, on va essayer de la déplier complètement, peut-être tout mâcher avec. Tranquille. On va faire ça. Voilà, vous allez vers le logis oriental un petit peu et on va manœuvrer là. Vous avez manœuvré suffisamment là cette fois ou pas? Ah ben là, je suis jusque là. Ouais, ok, donc on va tirer un peu. Allez, on est pas mal. Tu peux poser, ouais. Je vais aller dans le trou, vous allez me passer les pierres, je vais rester. On en met, tu sais, tout le long là. Toujours là, alors contre la berme d'abord. D'accord. Du coup, bah, tu vois, les monnaies, ça devrait être avec le métal. Mais en fait, il y a une sous-classification qui est par fonction. Il y a écrit métal, il y avait Métal barré. Métal barré fort. Ouais, d'accord. Donc Il y a une pas de imitation. métal. Oui, oui. Oui, donc comme quoi, de loin, ça fait métal. Tu as ça. Il est parti. Donc sur l'étiquette, on va avoir donc le nom de la commune avec le département, le nom du site, le numéro d'opération qui nous a été attribué par le service régional de l'archéologie. Ah, c'est vrai. Oh, je suis allée voir une super expo quand j'étais à Vic là, pour le diplôme de mon fils. Et bah, après, non, mais tu vois, tu as les harpies, les sirènes. Super, Oui. Adieu. Oui, bah après vous pouvez passer aussi par le pierrier, c'est juste casse-gueule. Et puis vous enlevez la terre, vous détourez les pierres, et les pierres, on voit si elles reposent dans l'humus. Une fois que c'est détouré. Ce qui est bien avec lui, c'est que ça fait pas mal de oui. Ah bien. Oui. Oui, c'est ça. Moi j'ai de l'or. Est-ce que vous avez un sécateur qui... Oui. Oui, c'est ok. Qui voit qu'il est petit proche quand même. On va dégager la masse là quoi. Oui, après Thibaut disait qu'il fallait voir en termes de démolition ce que vous vouliez garder comme pierre ou pas. Le problème c'est que moi ça bouge. Enfin, ouais, Ça bouge pas. Oui, d'accord. Est-ce que le problème c'est que la démolition tout va bouger. Donc Et au-dessus là, c'est quoi les trois pierres là? Ouais, c'est oui, ça prête à confusion. Hein. Ah ouais, t'as vu ça? Non mais oui, moi je retirerais ce qui est en surface, là, ce qui tient pas, même celle que tu as bougé là. Et je mettrais plus en évidence là ce qu'il y a dessous, tu vois. Hein, en grattant un peu plus. Hein. En plus, t'es vraiment sur l'humus là, donc tu peux y aller, ouais. Allez, c'est pas bien. C'est pour ça que là j'ai commencé à descendre. Tu soulèves? Attends. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais! Ça glisse tellement!
Bah ça, ouais. Ouais, c'est horrible de monter avec la brouette en fait, ça s'embourbe de haut. C'est 2 sauts max quoi. Là déjà on a des Oui, fois c'est un pour ça que peu. je Pas trop la remplir quoi. Ouais, c'est ça. On va y aller à la main. De toute façon, ici on peut laisser comme ça, non? Oui, oui. Allez, douche. Ouais. Ce les pommes de terre, c'est la table. Ouais, c'est bon timing. Je vais juste mettre de l'eau. Une poche. Hop, oh, le saut, le saut, le saut, le saut, le saut. Par contre, le mortier il est pourri, hein. Pas si pourri que ça. Non? Non, non, je pense qu'il se tient bien. Ouais. C'est juste que là, on n'est pas dans le cœur du mur, mais quand on le met en évidence, il est pas mal. Hein. Bon, on a vu. Allez, Zou, on plie. On va rassembler les seaux là. On va les mettre dans les brouettes, les outils dans les brouettes aussi. Elle est sympa, ça. Les châteaux. Bah ouais, on dit bien l'expression. C'est un château. Ouais, mais ça vient d'une expression. Sortez vos sacs, sortez la bouffe. Après, on rentre les affaires. J'ai l'impression que j'ai chaud. Je jaloux, Théo. On va regarder les machines à laver. Je dois aller à une pharmacie qui... T'as vu cette pâte? J'en ai déjà eu 2 des éclairs comme ça là. Tu galères 3, on monte sur la boîte. Tu dis si tu galères 3, on monte sur la boîte. On s'attend toujours à retrouver. Alors, chasse au trésor, du coup, on pense à la monnaie forcément, mais déjà les céramiques c'est pas mal. On en retrouve quelques-unes. Au final, qui sont pas passées au niveau des seaux, qui n'ont pas été forcément vues. C'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Après, c'est de la céramique ou de la faune. Après, oui, les métaux, on retrouve aussi des clous. Mais c'est encore plus difficile parce que, avec la terre qui s'est accumulée plus la corrosion, ben, on pourrait croire que c'est des amoncellements de terre séchés. Donc là, il faut être encore plus vigilant. On n'a pas des radars. Si on pouvait en avoir, franchement, des lunettes comme ça. Un matos comme ça pouvait s'inventer. Mais non, quand même, on est assez efficace. Hein. Par exemple, moi, le mobilier, c'est pas ma spécialité. Hein. La céramique, la faune, je connaissais pas grand-chose. Mais à force d'en voir, bah, c'est en faisant l'expérience. Hein. En tant qu'étudiant, on en voit en cours, oui, c'est bien, mais sur le terrain, vu que c'est encore plein de terre, c'est plus difficile à voir. Là, on se fait la main dessus, quoi. Donc au bout d'un moment, on commence à reconnaître des pattes, des couleurs d'engobe ou autre. Au fur et à mesure du temps, ça passe tout seul, quoi. On a un réflexe. Là, voilà, par exemple, je suis en train de regarder, j'en vois 1, 2, 3, là j'en ai sorti. Je sors de la faune aussi, on reconnaît parce que voilà, c'est creux. Au poids aussi, c'est assez léger. Et voilà, c'est à l'instinct aussi, quoi. Donc oui, au final, c'est assez simple, mais quand même, il faut faire attention. Bah faut 2 yeux. Faut 2 yeux, de la patience parfois.
Bah après, ça se voit quand même. Tu sais, t'étales un peu, tu regardes. Et il y avait le fils du responsable qui l'a fait hier. Il a trouvé des trucs, il a trouvé des morceaux de verre. No, I thought we were taking it all the way down. Là, par exemple, on est en train de faire le relevé. Donc, je redessine tout simplement la coupe qu'on a fait, les deux quarts opposés. Donc là, je vais faire cette face-là. Puis en face, je vais le faire, mais dans le sens inverse. Et en recollant les deux feuilles, je vais la retourner et on aura les deux plans qui se recollent parfaitement. C'est beaucoup plus simple comme ça, parce qu'après, on reprend le dessin sur Illustrator en DAO et on a un dessin tout propre. Parce que la photo, au final, c'est bien, mais là, ça permet de bien définir les couches, qu'on les voit bien apparaître. Bon, c'est du dessin, tout le monde peut le faire, je dirais. Il faut faire, tout simplement. Comme je triche. Je fais 20 cm plus haut, je vois tous les sauts, je vois un triquin, je vois... Ah non, c'est pas de la photo d'art. De la photo technique, c'est pour essayer de remettre au mieux le contexte. Il faut multiplier les photos pour avoir le maximum d'informations pour travailler en post-fouille, pour traiter les informations, revenir sur les choses que l'on a vues. Puis après, là, c'est vraiment essayer de faire quelque chose qui soit représentatif de ce qu'on veut évoquer aussi. On a fini de tout vider. Là, je prends des photos de chaque angle, de chaque détail, parce que je vais évoquer, par exemple, les enduits qui sont sur les murs, donc qui recouvrent les murs. Et après, je vais prendre des photos de détail pour montrer que les enduits sont différents entre les 3 espaces de stockage. Du coup, voilà, on essaie de voir tous les paramètres, de rien oublier. C'est la méthodologie, mais après, ça reste des sciences avec un rapport subjectif à la chose, puisque en fait, quand on fouille, il y a quelque chose qui émane du corps, on est sur le ressenti, c'est les sens qui parlent. Mes photos, et tout ce que je fais, c'est déjà dans la vision de faire un rapport archéologique. Donc un compte-rendu scientifique où justement là on fait un scénario. C'est-à-dire qu'on va voir toutes les phases de construction, de mise en place des bâtiments, et après d'occupation, et aussi d'altération, de destruction, et puis de recouvrement. Donc nous on doit montrer tout ça. Donc il faut prendre toujours le maximum d'informations, et les photos en font partie, comme les relevés, les dessins, comme nos notes aussi, on prend sur... Alors maintenant ça se fait sur le téléphone portable, tout ça c'est de l'enregistrement essentiel, et puis en plus après on doit le redonner aussi aux autorités, donc au service régional d'archéologie, pour justement attester qu'on a bien enregistré tout. Quand on récupère le matériel dans les couches, qu'on le tamise, qu'on le trie, ça devient des actes un peu répétitifs. Hein. Je dirais c'est la partie brute du travail. À la fin, ça devient instinctif. Non, ce qui devient plus intéressant, c'est après quand on a catégorisé le mobilier sur le terrain, qu'on l'a ensuite nettoyé et qu'on l'a ensuite enregistré sur des bases de données, ben c'est après travailler plus à l'interprétation, à l'analyse du mobilier en rapport avec les couches. Finalement, le mobilier apporte beaucoup d'indicateurs sur la vie quotidienne. Par exemple, quand on est sur des couches de remblai où le matériel a été rapporté en plusieurs fois, qui vient peut-être de 2 contextes différents, on va essayer du moins de se rapprocher de la réalité historique. Ça, with my soul, my pocket. Oh, dis donc, une petite graine de noisette. Non, Ça, c'est sympa. Donc, on a 2 jours. Et c'est là qu'on va sortir la surprise de fin. Mais généralement, c'est au moment où on s'y attend plus que ça sort. Ouais. J'aime bien les surprises du mobilier
J'aime moins les surprises qui remettent en cause tout. Allez, stylo. Voilà, bah, fait chier. 196 toi t'es? Toujours. Mais là il change, il y a un truc qui change. De quoi? Là, je t'ai mis 2 seaux et j'ai qu'un bout de feu. Ah oui, la petite croix. Trouvé dans la boîte. Ça vient de la couche 7207. Croix. On va nettoyer ça, on va pouvoir avoir les inscriptions et le numismate va pouvoir nous dire précisément ce que c'est, les dates d'émission, les mises en service, et puis si ça a servi longtemps parce que usé. Parfois on peut retrouver des monnaies très fraîches et on appelle ça justement le frais. C'est le degré d'usure de la monnaie et donc ça suppose derrière le temps qui a été mis en circulation. Ça c'est notre petit code Castiz, donc casse-tête d'ISO en fait, c'est le condensé, 23 à l'année. Espace 12, bah, c'est l'endroit où ça a été trouvé, donc c'est un espace. US 7207, donc bah, c'est la couche dans laquelle ça a été trouvé. Et monnaie, donc bah, voilà, parce que c'est une monnaie, on peut marquer métal, céramique, etc. Et num, parce qu'il va y avoir plusieurs numéros de monnaie. Puisqu'on en a trouvé jusqu'alors, on en a trouvé 7 cette année. Mais comme je disais, les surprises nous attendent toujours pour la fin. On a toujours eu des surprises pour la fin. Donc, bah, on va voir ce qui nous attend. À force de trop les attendre, peut-être qu'on les aura pas. Mais chaque fois, on a eu des surprises sur la fin. Bon, déjà, une monnaie, c'est une bonne surprise. Mais on n'est pas encore tout à fait à la fin. Tiens, je te rends les boules caisses. Si on regarde, tu vois, peut-être qu'on va apprécier. Il y a plein des US. Quand même, c'est compliqué. 220 la fondation ou 201? Ouais, c'est ça. Il passe où le mur ancien? C'est celui-là? Hmm. Le mur qui est plus ancien, c'est lequel? Le mur qui est plus ancien, c'est celui-là. Donc là, ils sont allés au fond. Je prends une poignée, plein de graines. Enfin, je prends juste avec mes doigts comme ça, je regarde une graine. Et des graines? Pas de graines. Il y a des graines encore. Et là, je te sors des US. Notre objectif, c'était de terminer la fouille du logis cette année pour passer sur l'habitat en contrebas. Mais en fait, on n'a pas terminé. Bon, c'est un peu, on peut se dire, c'est un échec un peu. Quand on n'a pas beaucoup de choses par rapport à ce qui était estimé au départ, c'est quand même ça l'archéologie. On estime, mais sans connaître. Et quand on a plus de choses qui est prévues, bah, en fait, on est obligé d'accélérer le pas et puis de faire les choses plus rapidement. On risque justement de perdre des informations, pas d'enregistrer des informations suffisamment. Le SRA nous dit, vous êtes dans le cadre d'une programmée, donc bah, si vous n'êtes pas terminé, laissez-en pour l'année prochaine, vous le ferez bien. On a beau essayer de faire des programmes, de se projeter, tout ça, en fait, il y a cette part d'aléatoire qui est aussi agréable, hein, quelque part. Parce que bah, on est face à la découverte, redécouverte de choses, et on ne sait pas l'articulation des choses. Mais bah, il y a aussi cette frustration de se dire, bah, on est un groupe de personnes, on a un programme, il faut rentrer dans notre timing, et même en programmé, c'est ça quand même. Donc ça va, on a 3 ans, mais 3 ans, c'est à chaque fois on fouille un mois. Donc en fait, on a 3 mois de fouille. Voilà, c'est pas 3 ans. C'est 3 ans pour faire le bon rapport final. Mais c'est 3 mois de fouille en fait. Allez, venez manger à table. On arrive. Oui, attends, on arrive devant. On fera la suite après. Oui, bah. On finit le 1 saut. Ok. On s'en fout, mais c'est pas ça, c'est pas une fouille sur cette. Bien, vous gagnez. Ils vivaient là, les gens, à telle date. Mais après, par exemple, on va trouver des couches où il y a des gros cailloux. Et ça, quand c'est des grosses roches de murs, tout ça, c'est souvent de la démolition. Et donc là, bah, ils y vivent plus. On est d'accord. Et donc, chaque couche, on renseigne comment elle est, de quelle couleur, comment elle est quand on la gratte. Est-ce qu'elle est sablonneuse, est-ce qu'elle est argileuse, est-ce qu'on peut faire un petit boudin avec. Parce que quand on fait un boudin, ça veut dire qu'elle est très argileuse. Et ensuite, ça, plus tard, ça nous aidera à le dater.
Et là, on va dire ce que c'est. Parce qu'on ne mélange pas tous les objets archéologiques qu'on trouve. On ne met pas tout dans une seule poche. Là, c'est de la céramique. C'est ce qu'on appelle des poteries. Ça ressemble à des vases, on va dire. C'est ça. Ces pots, nous, ils sont cassés. On les retrouve cassés. Et plus tard, on va les envoyer à des spécialistes. Quand ils seront tout nettoyés, on les envoie à des spécialistes pour soit ils les reconstituent. Le céramologue, donc c'est celui qui traite de la céramique, il va reconstituer le pot et nous dire ah ben, ce pot-là, il est du XIIe siècle, il est du XIe siècle, et ainsi de suite. Vous avez votre bol qui est là, par exemple, ou votre cruche, et là c'est la poignée pour le porter. Et là, elle est décorée. Ça, c'est important aussi. Ça dénote d'un certain raffinement. Donc ça, c'est une première chose qu'on trouve dans les sites archéologiques. On trouve de la céramique. Les palettes. Les palettes, elles restent là. Elles restent là. Sur les palettes, on met des plastiques. D'accord. Mais on met les tables là et on met les bancs autour, ce qu'on a. Oui, d'abord les bancs et après les chaises. Ah oui, là où c'est le plus propre. Hein. Non, mais je crois que... Et on peut les applaudir fort. Je vois par exemple le bois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas appréhender sur un site archéologique. Parce que sur un site archéologique, ce qui est préservé, ce sont des choses qui sont pérennes. La poterie, les objets métalliques s'ils ne sont pas trop corrodés, les os, donc tout ce qui est rejet culinaire. Le bois, on le sous-estime, que ce soit en architecture, mais même dans la part du quotidien. Et donc de pouvoir passer par ces gestes, c'est aussi se réapproprier des choses qui nous permettent de mieux s'immerger dans l'époque. Alors c'est des objets en bois, mais c'est aussi le clayonnage, c'est aussi la vannerie au sens large. Puis après on pourra aller sur le culinaire, on pourra aller sur des tas d'autres aspects. Mais c'est vrai que retrouver le geste, c'est aussi se détacher un petit peu justement de ce que l'on vit nous de manière contemporaine pour aller vers des gestes qui ont duré des millénaires en fait. La boissellerie, c'est la fabrication des contenants, de la vaisselle en bois. Et parmi ces histoires de boisseliers, on a l'histoire de Verena. Alors Verena, elle était belle, mais elle avait surtout ce sens de se faire belle. C'est comme ont beaucoup de femmes, ce sens de marier les couleurs, de marier les matières avec ces magnifiques matières de l'époque, le lin, le chanvre, la laine, avec ce qu'on va teindre avec des plantes comme ça. Et donc elle s'est approchée et quand elle a posé ses doigts sur la fleur, elle a commencé à rapetisser. Il y a son visage qui s'est allongé et un bec qui a poussé sur sa peau. Des plumes partout, elle est devenue un tout petit oiseau, un tout petit pinson, avec les yeux d'un noir profond. Mais à peine elle a été transformée en petit oiseau, en petit pinson, qu'il y a une main qui est sortie de la grotte, une main toute griffue, une main toute tordue. Et derrière la main, une vieille toute possue, mais toute vieille qu'elle était, elle a attrapé le pinson, et elle a grimpé jusqu'au sommet du grand hêtre, elle a accroché et elle a mis le petit pinson dans une cage au sommet du grand hêtre. Alors l'ami de Verena, il a repris courage, et il est parti à la recherche de la goutte de rosée bleue qui libère des mauvais sorts, des enchantements. Alors, il a traversé les montagnes, les vallées, les rivières, les forêts. Et chaque matin, à chaque feuille, à chaque fleur, il a regardé les gouttes de rosée. Et quand il a regardé un peu mieux, c'est vrai qu'elle avait vraiment un bleu particulier quand même. Naturellement, il a su. C'était la goutte de rosée bleue qui libère des mauvais sorts. Alors, il a pris une branche d'érable, il a creusé une petite coupelle comme ça. Et tranquillement, il est monté au sommet du grand hêtre. Il a attendu le matin. Le matin, quand les premiers rayons du soleil sont arrivés, ils sont venus réchauffer le petit pinson enfermé dans sa cage. Le petit pinson a peut-être dû un peu s'ébouriffer, lisser quelques plumes. Et puis, il a ouvert ses yeux noirs. Et alors, l'ami de Verena a tendu comme ça sa coupelle avec la précieuse goutte de rosée.
petit pinson a sorti son bec, il a bu la goutte. Et la cage dans laquelle il était enfermé s'est ouverte. Il a pu volter quelques instants entre les branches et quand il s'est posé par terre, c'est redevenu Verena. Et tout d'un coup, le ciel qui est devenu noir. On a entendu un bruissement qui venait de lointain, c'était le vent qui a secoué toutes les branches dans tous les sens. Un cri strident, une vipère noire qui est sortie de la grotte, qui a disparu dans les fougères. Et dans le hêtre, il y avait des milliers de cages en fait, comme la cage de Verena. Et toutes ces cages ont commencé à s'ouvrir. Et dans toutes ces cages, il y avait des pinsons qui ont commencé à volter partout dans les branches. Et au fur et à mesure que les pinsons se posaient par terre, ça redevenait des jeunes filles, toutes les jeunes filles qui avaient disparu pendant des siècles et des siècles. Et la Verena et son amant ont commencé à se prendre dans les mains, à s'embrasser, à s'étreindre et à danser. Et tout le monde s'est mis autour du grand être et a commencé à danser ensemble. Hai visto le loup, le lièvre, hier le renard dansa. J'ai vu le loup, le lièvre et le renard danser. Faisait le tour de l'arbre, hier le buisson folâtre. Faisait le tour de l'arbre et du buisson follet.